Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne ValetPL Lorcana FR. J'espère que vous allez bien. Avant d'introduire directement le sujet de cette vidéo, on a une annonce à vous faire. Nous serons avec PL au cast des championnats du monde de Lorcana pour le cast français sur la chaîne française Ravensburger. Je vous mettrai le lien directement en description. Ça se passera sur Twitch le week-end du samedi et dimanche 28 et 29 juin. C'est la plus haute compétition de Lorcana jouée à ce jour. On sera en cast avec Rofelos et Petit Quick pour vous faire vivre cet événement en direct. Ça va être exceptionnel. Il y a pas mal de joueurs français qualifiés sur les 32 prétendants au titre suprême. On est extrêmement honoré et excité de pouvoir participer à cet événement-là. Donc on se donne rendez-vous le 28 et le 29 juin sur Twitch à partir de 15 h. Le lien est en description. Maintenant que ça c'est dit, on va s'intéresser au sujet de la vidéo. Comme à chaque sortie d'extension, vous le savez, j'essaie à chaque fois de commander mes cartes le jour de sortie, mes cartes à l'unité, pour pouvoir compléter les différents decks que je vais avoir envie de jouer dans le chapitre 8. Je commande les cartes dès la sortie pour essayer d'anticiper le metagame et donc me prêter à l'exercice de ce qu'on appelle faire des calls. Et puis une fois que je les reçois, eh bien dans ce cas-là, on fait une petite vidéo partage de réception des différentes cartes que j'ai commandées pour pouvoir juger si jamais j'ai commandé les bonnes cartes ou les mauvaises. C'est un petit exercice rigolo qui me permet de partager du contenu et de vous présenter finalement mes achats TCG sur la chaîne Lorcana. À chaque fois que je fais ce type de vidéo, donc à chaque sortie d'extension, les gens me demandent où est-ce que tu achètes tes produits Lorcana. Eh bien, pour vous, en tout cas, les produits Lorcana en scellé, eh bien, vous pouvez les acheter sur notre site labelcarte.fr. Je vous montre ici, vous avez encore du chapitre 8 totalement disponible pour ceux qui voudraient faire des ouvertures, compléter leur collection, voir leur deck. On a encore du chapitre 7 et on a encore évidemment bien les petits troph packs, les coffrets spéciaux ou alors le vol au palais, le règne de Jaffa. Donc n'hésitez pas, en plus avec le code ValetPL 2025, si c'est votre première commande de l'année, vous avez 5% de réduction. Il nous reste encore quelques quantités de chapitre 8. Ça, c'est la première manière de récupérer des cartes Lorcana. Mais globalement, les gens me demandent surtout comment je fais pour récupérer mes cartes à l'unité. Et pour ça, c'est très simple. Il y a un site qui s'appelle Card Market, qui est un site qui permet pour tout type de TCG d'acheter vos cartes à l'unité. Et donc, je fais mes achats de cartes à l'unité directement sur Card Market, tout simplement. Allez, c'est le moment de découvrir les cartes que j'ai reçues. Il y a 52 cartes au total. Avant de passer à la suite, le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire, on s'abonne à la chaîne, ça nous soutient évidemment. Et si vous mettez la petite cloche des notifications, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous ne pouvez pas la louper parce que vous êtes notifié. Précise pour tous ceux qui attendent du gameplay, ça va arriver, c'était le temps que je reçoive les cartes, que je puisse monter les différents decks. Et ensuite, évidemment, je vous ferai du gameplay commenté sur Pixelborn comme vous en avez l'habitude. Voir du gameplay en remote duel avec d'autres créateurs de contenu, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer les différentes cartes que j'ai reçues. On va essayer d'estimer si c'est une bonne commande ou une mauvaise commande, si je me suis planté ou pas. D'habitude, pour ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts, j'ai l'habitude de commander toutes mes cartes à l'unité en version foil, ce qui est un petit coût supplémentaire, surtout sur certaines cartes foil qui peuvent vraiment, non pas doubler de prix, mais tripler, voire quadrupler. Là, pour le coup, j'ai été beaucoup plus sage. C'est vrai qu'avec l'actualité multi-TCG, le fait de jouer à plein d'autres TCG, pour ceux qui suivent la chaîne multi-TCG, vous le savez, je suis obligé forcément d'acheter beaucoup de cartes pour pouvoir monter beaucoup de decks. Et donc, je suis obligé de couper forcément sur certaines dépenses au risque de ne pas m'en sortir. Et donc, cette fois-ci, pour le chapitre 8, je n'ai pas acheté les cartes en foil, en brillante. Ah, ça m'attriste, hein, ça me brise le cœur. Mais voilà, mes decks brilleront un petit peu moins pour ce chapitre 8 et c'est pas grave. Première carte que j'ai achetée en 4 exemplaires, notre ami Rhino, qui est ce petit drop 1 jaune, qui est un très bon support à altération à une autre très bonne carte que j'ai évidemment achetée, vous vous en doutez bien évidemment, qui est une très bonne carte des stratégies Amber Steel, plutôt version aggro, mais je crois qu'il y a des versions Song aussi qui la jouent. En tout cas, au reveal, ça avait l'air très correct. Je pense que j'ai bien fait de les prendre. Pour le coup, ça, c'est un achat que je ne regrette pas. Autre carte que j'ai commandée. 4 exemplaires de la Nouvelle-Orléans. Pour 6 mana non ancrables. Vous avez quand même une chanson hyper puissante qui va nous permettre de jouer une carte parmi les 3 du dessus de notre pack qui coûterait 6 ou moins. Ça fonctionne très bien avec le personnage Navin. Pour l'instant, ça n'a pas trop brillé dans le metagame, même s'il y avait peut-être des opportunités de voir la carte jouer dans certaines listes bleu-rouge. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas une carte qui a l'air d'être vraiment très impactante et intéressante. Persiste à penser que ça reste une bonne carte et que c'est pas trop mal de la récupérer quand ça coûte pas grand-chose, ce qui est le cas actuellement, parce que peut-être que post-rotation, ça ouvrira différentes synergies ou stratégies. Donc, c'est un achat qui pour l'instant n'est pas hyper pertinent dans le méta, mais que je suis quand même heureux d'avoir fait.
Ensuite, on n'a pas ce levier-là. Ça, pour le coup, très bon achat, hein. C'est une des cartes que l'on joue dans les versions vert-violet, que ce soit les bases agressives ou les bases discard. Ça rajoute des actions supplémentaires pour Diablo. Et ça a rapidement trouvé sa place dans ces decks-là, qui sont des bons decks du metagame. Donc ça, très très bon achat, à n'en pas douter. Ensuite, on a l'ami Monstro, la baleine. Très bonne carte pour les decks Blurple. J'adore ce deck-là. Donc évidemment, je me devais de récupérer Monstro. Pareil, il n'y a pas trop d'erreurs à acheter ce type de carte-là. Dès que ça a été révélé, on a su que c'était plutôt fort. Ça coûtait pas très très cher pour une rare. Il y a certaines rares qui cotent beaucoup plus dans ce chapitre 8, donc tant mieux. Je sais pas trop si ça a vocation à être joué ailleurs que dans Blurple. À mon avis, on verra peut-être plus de polyvalence pour la carte après la rotation. Tiens, d'ailleurs, un sujet qui m'intéresse énormément. Je ne sais pas trop estimer les attentes de la communauté pour Fabled. Donc, pour tous ceux qui auraient un avis, qui ont des attentes, qui savent à peu près comment ils vont réceptionner Fabled, donc le prochain set qui a été annoncé de l'Orcana, qui sera, vous savez, le set de rotation avec moitié nouvelle carte, moitié réédition et 2 nouvelles raretés qui vont être implémentées. Je ne sais pas trop à quel point les gens qui jouent déjà à l'Orcana vont être clients de ce set pour les reprints et les nouvelles cartes. À quel point ça va être un bon set pour les nouveaux entrants. Ça, je le pense, parce que finalement, tu auras des nouvelles cartes plus des reprints que des cartes qui vont être rotation proof. En fait, moi, j'ai l'impression que ça va être un super bon set, hyper banger. Je sais qu'il y a des gens qui, eux, ont plutôt l'impression que ça va être un set un peu boudé. Je ne sais pas exactement où se trouve la vérité là-dedans, et je serais très curieux d'avoir les retours de ma communauté sur qu'est-ce que vous attendez, quelles sont vos appréhensions, en dehors du fait qu'on jugera vraiment le set quand on aura les reveals et la puissance des cartes. Mais dans cette idée de mi-set de reprint, mi-nouveau set, entre guillemets, tout rotation proof avec des nouvelles raretés, j'ai l'impression que juste cette base-là, c'est assez excitant pour en faire un super set. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Ici, on continue avec Lady. Alors ça fait partie des achats que j'étais hyper excité de faire, notamment pour pouvoir monter le deck et vous le proposer et le tester. Ce que je ferai probablement pour du contenu et pour de la vidéo. Par contre, quand il s'agit de parler purement compétitif, Chernadog, c'est un peu le nouvel archétype du chapitre 7 qui est poussé par le chapitre 8 et qui pourtant, pour l'instant, s'impose pas dans les hautes sphères du compétitif. Ça veut pas dire que le deck est pas bien, ça veut pas dire que vous pourrez pas gagner des tournois avec ce deck-là, mais ça veut dire que c'est pas une priorité pour les joueurs les plus compétitifs. Donc, pour l'instant, c'est un achat plus plaisir qu'un achat hyper intéressant pour le jeu compétitif. Donc, vous allez voir, hein, tout ce qui est lié à ce deck Chernadog, bon, on va dire que c'est mi-figue, mi-raisin comme achat. Ensuite, là, on a Abaisse le levier. Abaisse le levier, évidemment, très bonne carte qui vient se coupler avec la carte dont on a parlé plus tôt. Et qui fonctionne très bien dans le deck Diablo vert-violet. Donc ça, pour le coup, très bien. Ici, on a Garde du Palais. Ça n'a pas de vocation compétitive pour l'instant, mais ça reste un drop 1. Et on sait que on sait que dans le jeu, c'est hyper important les drop 1. On sait qu'après la rotation, il y en aura forcément quelques-uns en moins, notamment pour les bases violettes. Et on sait que celui-ci est singulier, il est unique. Personne n'a ces stats-là pour un drop 1. Il a le mérite d'être illusion, ce qui peut, de manière synergique, avoir un intérêt avec d'autres cartes du set. Pour l'instant, évidemment, on ne le voit pas jouer, mais je pense que ça reste un bon achat pour le peu que ça coûtait. Ça doit être 20 centimes pièce, hein, un garde du palais. Ici, on a Beyond the Horizon, une des meilleures cartes du set, à n'en pas douter, qui vient compléter ce deck vert-gris discard, qui était déjà très correct au chapitre 7 et qui devient encore un peu plus correct au chapitre 8. Les listes en jouent entre 2 et 3 exemplaires et vous connaissez maintenant la boucle hyper intéressante où vous pouvez enchaîner Prince Jean, la Muse ainsi que Beyond the Horizon pour détruire littéralement la sortie de votre adversaire. Bon, c'est une bonne carte. Peut-être que 4 exemplaires, c'est un de trop, mais tant qu'à faire, pour le prix que ça coûte, on commande les 4 et comme ça, on est tranquille. Arthur, ici, qui est un 6-6 pour 4, killer pour 3, qui nous demande de passer notre étape de pioche. Bon, s'il doit y avoir un flop dans cette commande, c'est lui. C'est une carte qu'on trouvait tous plus ou moins excitante au moment des reveals. Même dans notre top avec PL, on trouvait que la carte, elle faisait sens, qu'elle avait de l'intérêt et qu'elle pouvait peut-être intégrer certains decks du méta ou peut-être rehausser un petit peu bleu-gris qui a l'air de disparaître depuis les bans. Bon, là, visiblement, au moment où je chante cette vidéo, le Arthur EQ est déterminé, on s'en fiche un peu. Encore une fois, ça coûtait pas grand-chose. Je suis content de l'avoir, mais c'est pas hyper pertinent comme achat pour l'instant. Fred, qui est le pet objet préférentiel Killer pour 2, c'est le Benja en vert.
Il nous manquait des effets de destruction d'objets en vert, donc forcément, voilà, j'ai pris celui-ci. Il y avait aussi Archimède qui était une proposition similaire. Pour l'instant, je suis parti que sur Fred, mais j'aime beaucoup Archimède aussi. Et même si c'est pas forcément joué maintenant, ça c'est le genre de carte dont on aura vraiment besoin à la rotation, c'est à peu près sûr. Là, on arrive dans le dur, donc dans des cartes un peu plus intéressantes. On a Rhino, qui est probablement, si ce n'est là, la deuxième meilleure carte du format, peut-être la première d'ailleurs, qui est voilà, cette Alter 2 4-3 qui résiste 2 et qui vient s'altérer sur le drop 1 que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est cette carte-là en partie qui m'a un petit peu vacciné contre le fait de prendre les cartes en foil. Voilà, faut se rendre compte qu'un Rhino, ça doit coûter 5 € pièce peut-être. Par contre, si vous voulez la version foil, c'est 30 € pièce. Donc d'un coup, ça fait chiffrer la commande énormément. C'est 120 € le carré de Rhino en foil, en tout cas au moment où j'ai voulu commander. Et je me suis dit, est-ce que je commande tout en foil sauf le Rhino, sachant que vous allez voir, il y a d'autres cartes en foil qui sont très coûteuses. Ou est-ce que, bah écoute, pour le chapitre 8, j'abandonne le foil et finalement, voilà, j'ai décidé d'abandonner le foil. Ce qui me permet de me concentrer et de récupérer d'autres cartes sur d'autres TCG pour vous créer toujours plus de contenu. Bref, la carte est ultime, hyper puissante. J'ai hâte de monter le deck Humber Steel Song version agressive pour pouvoir tester cette carte-là. Un petit achat supplémentaire, notre ami Clochard, le 2-8 pour 6 qui vient renforcer l'archétype Chernadog en lui donnant pas mal de résilience. Pour l'instant, c'est un flop, c'est un achat qui ne brille pas en compétitif. Mais voilà, je sais que je pourrais créer du contenu, que je serais plutôt content de vous présenter ce deck Chernadog juste pour le plaisir du gameplay et pour pouvoir justement diversifier mes expériences de jeu. C'est très sympa d'avoir les decks les plus compétitifs, mais c'est aussi cool des fois de s'aérer, de jouer des decks dont on sait qu'ils sont moins forts et pour lesquels on a seulement le plaisir de développer la mécanique sans avoir forcément une attente de résultats hyper élevée. En gros, on a tous le droit à l'Orcana de jouer des decks qui sont moins forts que les meilleurs decks compétitifs, dès lors que nos attentes sont pas au même niveau que si vous jouiez bleu-rouge ou Humber Steel Song, quoi. Et ce deck Chernadog, voilà, tu vois, tu as le droit de jouer un truc un peu exotique, un peu moins méta, tout en ayant quand même quelques petites attentes parce que le deck est sympa. Donc c'est vrai que même si ça brille pas maintenant, je suis pas déçu de l'achat, quoi. Et enfin, la carte la plus chère de cette commande, eh bien, c'est notre ami Lady qui, pareil, devait être à entre 6 et 8 € pièce pour une rare, c'est hyper cher. En version foil, vous imaginez même pas, on était peut-être à 15 ou 20 €, en tout cas si on les veut en français. Donc ça m'embêtait de mettre ce prix-là dans cette carte-là, quand bien même elle est hyper puissante, hyper intéressante. C'est simple, hein, toutes les stratégies jaunes qui veulent prendre le board, développer du board, avoir une orientation un petit peu offensive, que ce soit dans Humber Steel, que ce soit dans Hyper Rush, que ce soit dans Chernadog, on a envie de jouer cette lady chienne de famille. Moi, ça va me permettre à la fois de monter Chernadog et à la fois de monter Humber Steel aggro. Donc il fallait absolument que je récupère cette carte-là, qui du coup avec Rhino se partage le devant de la scène sur quelle est la meilleure carte du chapitre 8. Bah, c'est une des deux, choisissez. Mais voilà, hyper excité de l'avoir récupéré et de pouvoir la tester. Et ça me fait très envie. Et vous remarquerez que dans cet envoi, c'est peut-être la première fois, je crois, en 8 chapitres que je n'ai acheté aucune légendaire. Alors après coup, s'il devait y avoir un manquement à cette commande, je pense que j'aurais dû acheter les dingos, que j'ai d'ailleurs très bien classé dans la tier list que je vous ai sorti la semaine passée. Parce que je trouve que c'est une très bonne carte, une très bonne légendaire, et qui a quand même quelque chose à faire valoir dans ce méta, et qui sera peut-être même encore plus puissant post-rotation. Mais au-delà de Dingo, il n'y avait aucune autre légendaire que je voulais acheter, en tout cas pas Day One. Je pense que si jamais j'avais moyen infini, j'aurais quand même aussi acheté les Lilo. Mais elles étaient quand même, pour une carte pas jouée finalement, et dont je savais que ça allait être difficile de trouver le bon build au début. Je m'attends plus à voir Lilo plus tard avec d'autres sorties d'extension que maintenant. Du coup, j'ai pas forcément consenti à mettre les 20-25 € pièce que ça coûtait une Lilo. Mais voilà, s'il y a deux légendaires que j'aurais pu commander, c'est Lilo et Dingo. Donc c'est ma première réception de carte Lorcana non foil, non légendaire. On est sur une réception budget, et puis finalement, bah, tant mieux, ça fait plaisir. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que j'ai payé pour ces 52 cartes qui, je l'estime, ne sont que des cartes intéressantes qui vont me permettre de monter des decks à minima fun, voire compétitifs, j'en ai eu pour 113 € et 120 € avec les frais de port. Donc voilà, ça veut dire que consommer l'Orcana, finalement, se tenir à jour à chaque set, et ben, c'est pas si difficile. Si en plus vous ouvrez des produits, une ou deux displays à chaque sortie d'extension, pour avoir l'opportunité d'ouvrir une enchantée, ouvrir quelques légendaires et se constituer un pool de cartes, bah, voilà, communes, peu communes et rares, bah, du coup vous avez très peu à compléter by single,
c'est comme ça qu'on dit un buy single quand on veut acheter des cartes à l'unité, pour pouvoir suivre le jeu. Donc c'est plutôt cool par rapport à d'autres TCG qui, eux, sont beaucoup plus chers pour pouvoir être consommés. Je trouve que l'Orcana, ça reste encore acceptable. Le chapitre 7 nous a fait un peu mentir parce que les Tamatoa à la sortie, c'était quand même hyper cher. On a eu les Maui Shark au 7-5. On va dire qu'il y a un 7 sur 2 où il y a quand même des légendaires qui sont un peu overcotés. C'est pour ça que j'ai été très content de ce chapitre 8, dans ce chapitre 8, de pas acheter de légendaire. Ça nous permet de souffler un petit peu. Voilà, comme d'habitude, je me suis prêté au jeu des calls et de la réception. Dites-moi ce que vous avez commandé et quelles sont les cartes qui vous hype un peu plus pour le chapitre 8. Je lirai tous les commentaires, évidemment. L'idée, c'est vraiment de partager ma réception. Il n'y a aucune prétention là-dedans. Vous pouvez tout à fait avoir envie d'acheter d'autres cartes que moi, j'ai pas acheté dans cette réception-là. Je pense qu'il y a de très bonnes légendaires, comme je le disais, Dingo, qui ont de la valeur, je pense, à être récupérées. Je vous partage de manière totalement transparente ce que moi, j'ai commandé au moment où le set est sorti. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour plus de contenu et notamment du gameplay. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.